victoire éclatante d'Oscar Piastri à Jeddah, troisième Grand Prix remporté par le pilote australien alors que Lando Norris craque encore. Le rookie prend le pouvoir chez McLaren et la tête du championnat au nez et à la barbe de Max Verstappen, portant parti en pôle. Le pilote Red Bull frustré, pénalisé et agacé après la sanction de la FIA au premier virage pour être sorti de la piste. Alors, caprice ou injustice, l'écurie Red Bull aurait-elle dû imposer à son pilote de restituer sa position? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, retenez bien, c'est chaque lundi, c'est facile. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant bien sûr à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Et puis n'oubliez pas que nous sommes également disponibles en version audio, en podcast audio sur Apple Podcasts, sur Spotify et sur Deezer. Vous pouvez nous écouter en faisant votre jogging le dimanche matin. Avec comme fanat du paddock cette semaine en plateau, il est la voix de la raison face aux positions, parfois de mauvaise foi de nos chroniqueurs. Notre team principal, ancien patron de l'écurie McLaren F1 et Lotus, monsieur Éric Boulier. Salut Éric. Bonjour à tous. Salut Ça fait Olivier. plaisir de te voir en chair et en os. Ouais, pour une fois. Et en couleur, on voit qu'il n'habite pas dans les contrées au nord de la France, lui, c'est clair. À mes côtés, celle que l'on surnomme DRS Queen, supportrice de Max Verstappen et de Red Bull, Justine Pélisson. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Ça va, tu gardes le sourire? C'est un peu difficile ce matin. En plateau également, il reste le fan de l'élu, Lewis Hamilton, cher à Guillaume Pommier, mais continue à supporter son écurie de cœur, à savoir Mercedes, monsieur Laurent Pantanat. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. En duplex, notre tifosi, notre gardien de l'église Ferry, mais le tocsin n'a toujours pas sonné à Maranello pour le moment. Monsieur Alain Diduca, alias Don Camille. Bonjour mon père. Bonjour à tous et j'ai une pensée émue pour notre absent aujourd'hui, pour Guillaume. Voilà. Non, je pensais que tu parlais Du pape. du pape, mais c'est un autre sujet. Ouais. Et quant à moi, je demeure un supporter d'un autre absent dans le top 10 depuis un bon moment, à savoir Fernando Alonso, mais je ne désespère pas de le voir revenir. Mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Un mot au sujet du sponsor de cette émission, à savoir Winamax. Winamax, c'est le site de paris en ligne qui vous offre, qui offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission lors de la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est en rien une alternative au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission. Madame, messieurs. Radio check. Loud and clear. Et on passe au débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite avec vos tops et vos flops. Vos tops, vos flops, est-ce que Piastri est-il devenu le nouveau favori pour le championnat 2025? En tout cas, une chose est sûre, il a encore gagné. Victoire à Jeddah pour Oscar Piastri. Le pilote McLaren s'est imposé devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Lando Norris, au classement, finit 4e. Du côté de Mercedes, George Russell prend la 5e position devant son coéquipier Kimi Antonelli, 6e. Enfin, Hamilton, sur sa affaire, il n'est que 7e. Du côté des Français, belle course d'Isaac Hadjar, 10e. Et Esteban Ocon se classe 14e. Et un abandon pour Pierre Gasly. On commence par vos tops, les amis, et bien sûr, la parole d'abord à notre team principal, à savoir Eric. Écoute, mon top, c'est Oscar Piastri. C'est pas très compliqué non plus à choisir. Il a fait un week-end, encore une fois, très performant. On voit qu'il construit son week-end. Suivant après les essais et les essais, on voit qu'il s'améliore, il se donne de plus en plus, il prend confiance en lui et il est capable d'aller chercher sa limite, il fait aucune erreur. Et puis surtout, je dirais la manière dont il a construit sa victoire, en prenant un très bon départ, en ne lâchant rien, jusqu'au bout du virage 1 vis-à-vis de Max, et ensuite il n'a pas fait une seule erreur pendant toute la course avec la pression d'un Max et une stratégie qui était forcément décalée. Lui, il était dans le dirty air, comme on dit, que Max ne l'était pas. Donc il a su gérer avec maturité ses pneus. Enfin bref, c'est un futur champion du monde, ça c'est sûr. 3e victoire de la saison pour le jeune pilote australien. Je retiendrai le dépassement de Lewis Hamilton qui est juste incroyable, les amis. Alors c'était risqué de passer à l'extérieur comme ça, partie sale en plus, il aurait pu perdre beaucoup parce que salir ses pneus, c'est pas uniquement quand tu passes ou tu as une perte de grip, c'est que des fois, c'est pas des fois, c'est que derrière il faut quand même quelques virages, voire quelques tours pour les faire remettre à leur niveau de grip, mais bon, c'était peut-être un peu une réaction d'immaturité
si je peux me permettre. Peut-être que tu vois, il savait qu'il fallait absolument utiliser cette période pour aller. La ligne droite, oui, mais il aurait perdu encore un peu de temps, mais. Il savait que de toute façon, avec les 5 secondes de pénalité, il se retrouverait devant Max. Mais il savait que Max aussi était en train de pousser très fort. Il avait eu que du dirty jusqu'à présent. Par contre, voilà, peut-être un coup un petit peu, je dirais, émotionnel. Pour une fois, chez Piastri, c'est rare. Mais en tout cas, c'est passé. Et voilà, ça lui a pas desservi, on va dire. À l'inverse, Norris a fait la caguette derrière Hamilton. C'est tout flop, on va en parler dans un instant. Mais restons sur Piastri, même si sur l'action, son action sur Hamilton te semblait immature, il fait quand même preuve, alors qu'il était encore rookie il y a peu, une incroyable maturité. Depuis le début de la saison, à part le premier Grand Prix loupé en Australie où il termine que 9e, il s'est toujours qualifié en première ligne, il est toujours au rendez-vous. Ah oui, c'est un pilote extrêmement solide, c'est ce qu'on dit depuis le début du plateau. Il est je crois que c'est le 3e pilote à avoir le plus long streak. C'est-à-dire il a marqué des points sur je ne sais pas combien de Grands Prix, sur 2 ans de Grands Prix là. Donc il pourrait cette année, s'il continue, être passé numéro 1 en termes de nombre de Grands Prix enchaînés où il marque des points. Donc il est d'une régularité, d'une solidité. C'est une espèce d'animal à sang-froid. Humainement, il n'est pas marrant. Tu vois, il n'a pas le profil d'un Australien typique. C'est plutôt un Finlandais. Non, mais c'est pas latin, quoi. C'est pas latin. Si on replace le contexte, quand même, partir à 14 ans, je n'ai pas vu, imaginez-vous, partir à 14 ans de l'Australie pour aller vivre en Angleterre, pour faire la course sur wheel, il faut déjà être un peu différent. Je ne pense pas que tu te vois partir à 14 ans aller en Australie pour faire du surf. C'est un peu différent. C'est facile. Oui, peut-être, mais il faut quoi que le surf, mais bon. Non, quand je parlais d'immaturité tout à l'heure, c'était dans la prise de décision. Dans l'action. Évidemment, il est incroyable de maturité, ce gamin, mais c'est quand même qu'il a que 2 saisons sous ses belts, donc c'est pas. Il est en tête du championnat. Ouais. Et puis là, il égale le nombre de victoires de son coéquipier en presque 3 fois moins de Grands Prix parcourus, quoi. Donc je crois que Norris, il a 115 Grands Prix et 5 victoires, et lui, il a 55 Grands Prix et 5 victoires. À la décharge de Norris, la McLaren n'était pas non plus la même voiture à l'époque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va jouer dans la tête de Norris à un moment donné. C'est-à-dire qu'à la prochaine victoire, s'il y a une prochaine victoire, il se retrouve avec quelqu'un qui a fait beaucoup moins de Grands Prix que lui. Là, il a gagné 3 Grands Prix d'affilée. Psychologiquement... c'est déjà compliqué. On en reparlera. Il s'impose peu à peu comme le nouveau leader de McLaren, et on va en parler parce que tu as prévu un long flop sur Norris, donc on en parlera tout à l'heure. Donc Ami a une petite réaction sur Piastri à l'italienne, parce que c'est ses origines. Il a déjà comblé son retard, il avait un retard important sur son coéquipier. Il prend la tête du championnat, tu l'as dit, Justine. Donc Ami, une réaction. Tout à fait d'accord. Après, je choisirais un autre top, mais qui est au même niveau qu'Oscar. Oscar, je l'avais déjà mis la semaine dernière. Dès le 2e Grand Prix, on a senti qu'il y avait un peu de fragilité du côté de Lando, alors que lui n'est pas fragile du tout. Donc, il ne cesse de progresser. Puis il y a un autre truc par rapport à l'année dernière, c'est qu'il était irrégulier l'année dernière. Il ne l'est plus. Et comme a dit Eric, une des choses fondamentales, c'est qu'on sent qu'il construit le Grand Prix à partir du vendredi jusque la qualif et puis après pendant la course. Donc c'est là où on voit une vraie différence avec Norris, où Norris a progressé, il arrive un peu à une sorte de plafond de verre, et même on sent qu'il y a quand même quelques soucis d'ordre psychologique, on en parlera tout à l'heure, alors qu'il est en pleine ascension encore, Piastri, et on se demande encore, il est tout jeune, sa marge de progression elle est énorme. Il me fait vraiment penser à Max Verstappen, à ses débuts, beaucoup plus calme. Justine, ton top cette semaine? Moi, c'est Williams. Alors, Alain parlait de construction de course. Williams qui a fait un très très beau week-end, un très beau début de saison. Je crois que ça fait depuis 2016 qu'ils n'ont jamais accumulé autant de points en si peu de courses. Et vraiment vraiment une intelligence d'équipe, puisqu'on a vu Sainz qui était 8e, qui a protégé Albon grâce au DRS pendant toute la course, histoire de vraiment faire en sorte que Hadjar n'ait aucune opportunité de dépassement. Et pour moi, c'est vraiment une écurie qui se redistingue, qui avait un peu un passage à vide. Et ça fait plaisir de la revoir fort dans le midfield. Donc la 5e écurie sur le plateau. Et ça, moi, je suis très heureuse de les voir de retour. J'adore Sainz, j'adore Albon individuellement. Et ils ont fait une très très bonne qualif. Ils ont assuré tout le week-end. On pourra avoir 8e et 9e. Ça marque des points. Alors qu'Hamilton a quelques difficultés à s'adapter à la Mercedes, c'est pas le cas de Sainz, Eric, qui vraiment s'est qualifié encore une fois, superbe qualif, 6e sur une Williams, c'est quand même devant Hamilton, joli pied de nez à son ancienne écurie. Alors je suis pas tout à fait d'accord quand même. Alors c'est vrai que Lewis a un peu plus de mal, mais je pense que c'est un autre sujet. On a vu quand même Sainz en difficulté derrière. Albon l'a quand même largement dominé sur les 3 premiers Grands Prix. Oui. Donc il y a une adaptation
on va voir, c'est une course. Ouais. On va voir si dans la durée ça s'inscrit encore. Ce sont quand même des tracés particuliers comme Jeddah. Ouais. Maintenant, on a vu un Albon solide, un Albon un peu moins solide d'ailleurs, hein, qui devient plus agressif à la radio au fur et à mesure qu'il sent que Sainz se rapproche. Et par contre, oui, je vois ton écran, oui, il y a un effet James Wolfe, c'est clair. Déjà dans le choix des pilotes, j'ai un Sainz, c'est un Albon, c'est des gentils, tu vois. Ouais, c'est pas négatif ou péjoratif ce que je dis, mais c'est des très bons pilotes, c'est des gens qui coopèrent, qui vont aider l'équipe à se reconstruire. Et c'est ce que Williams avait besoin. Ouais. Voilà, donc pour remettre, comme tu dis, devant les midfielders, il va falloir effectivement des gens comme ça. Et James, c'est quelqu'un que je connais assez bien, qui est extrêmement justement constructif, brillant, quelqu'un de brillant, multiculturel en plus, puisqu'il parle français comme vous et moi, puisqu'il a grandi en Suisse. Et donc il a ce côté, voilà, il est rassembleur. Justine, on reste avec toi du côté des Français en absence de Guillaume. Ah, oui. Week-end en demi-teinte, tu as commencé par Pierre Gasly. Oui, alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'on échangeait ce week-end tous. On a vu Gasly qui a fait une super performance pendant les premiers essais. Enfin, c'est vraiment les premiers essais libres. Il a fait le meilleur temps, mais en fait, après, on l'a plus vu. Impressionnant, quand même. Oui, impressionnant, surtout pour sa Alpine. Guillaume était en PLS. Guillaume était en PLS, mais il n'est pas là aujourd'hui. On se demande pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça. Mais après, très décevant. Ça n'est pas remis. On en a parlé. Voilà, il s'est qualifié entre les deux Williams, donc il a fait une belle performance. Il partait dans le top 10 au début de la course, malheureusement. 4e virage, accident de la course avec Tsunoda. Là, très décevant parce que les deux ont dû abandonner. Donc, et en plus, l'année dernière, c'était le seul pilote à ne pas avoir dépensé 1 euro de réparation dans sa voiture. Donc là, il met fin à cette très belle statistique. Donc vraiment décevant. Et puis côté français, on en a quand même parlé de Hadjar qui a fini 10e, donc très belle performance. Mais Ocon, je crois qu'on reviendra dessus, qui a eu aussi des difficultés. Donc c'était peut-être pas un week-end français exceptionnel, mais on garde quand même Hadjar comme étant une super nouvelle pépite qui fait plaisir. Oui, malgré une qualification difficile, 14e en Q2 pour Hadjar. Exactement. Il se classe 10e, aurait pu viser bien plus haut sur la course d'équipe de Williams dont tu nous parlais tout à l'heure. Ils ont très très bien défendu. Eric, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière, je voulais te faire réagir à une réaction dont on a parlé dans l'émission de la semaine dernière. C'est une déclaration de notre ami, je cherche, elle est là, elle est en dessous, merci. Oui, c'est ça les prompteurs. De notre ami Carlos Sainz. Alpine performe de plus en plus ces dernières semaines. Tu n'étais pas donc avec nous la semaine dernière. Je voulais te faire réagir donc à la déclaration de Sainz, la voici, qui a été impressionné à Bahreïn par les performances de l'Alpine, qui selon lui viserait la première ligne, je cite, si elle avait un moteur Mercedes. Quel est ton point de vue là-dessus? Je vais te répondre deux lettres anglaises. Oui. BS. Bullshit. Ok. Si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Non, mais c'est typiquement, je pense, des petites attaques psychologiques, médiatiques, on va dire. En admettant qu'il y ait même 3 dixièmes d'écart autour entre un moteur Mercedes et un moteur Renault, ce que je ne crois pas, tu rajoutes 3 dixièmes à Gasly, tu vas voir où il est. Oui. Surtout vu l'écart faible qu'il y a aujourd'hui. Oui, mais même, il ne sera pas devant. Ouais. D'accord. Il sera peut-être top 6 ou du top 10, quoi. Mais je veux dire, ça va pas être en première ligne et ça va pas. Et je rends le crédit à tout le monde, attention. Et je blâme pas ni Alpine ni quoi que ce soit, mais c'est pas possible. Ouais. Et que penses-tu comment analyses-tu oh là là, je vais y arriver. Comment tu analyses, voilà, les progrès d'Alpine enregistrés, du moins à Bahreïn? Alors Bahreïn, c'est un tracé particulier qui est extrêmement abrasif. Et alors, connaissant un peu l'écurie et la philosophie et la manière dont ils construisent les voitures, voir Gasly P1 à Jeddah, ça m'a pas vraiment surpris parce que c'est une voiture qui, justement, quand la piste est extrêmement poussiéreuse, elle peut faire faire cliquer les pneus, comme on dit. Ouais. Et au fur et à mesure que ça grippe, elle retrouve sa place. Mais c'est simplement qu'il y a eu de l'ordre qui a été un peu remis, que ça a été... L'effet Briatore. Ouais, il y a aussi l'effet Oliver Oaks, il n'y a pas que Briatore, si tu veux, mais l'effet Briatore, c'est que tout le monde a les oreilles qui sifflent, donc tu fais attention et tu te concentres un peu plus sur ton clavier. C'est tout con, mais ça rajoute des heures de travail dans la semaine. Tu sais, il y a un petit effet quand même psychologique. C'est surtout Olivier Hawks derrière qui, je pense, est aux manettes, a simplifié les process. Lui vient de la F2, de la F3. Je l'ai fait à l'époque. C'est quand tu arrives en F1, tu te dis, mais les gars, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Pourquoi vous passez des heures à faire ça? On s'en fout, quoi. Et je pense qu'il y a eu une simplification des process. Et du coup, ils ont simplement, on va dire, extrait le meilleur de la voiture, c'est tout. Laurent, ton top cette semaine? Alors mon top, j'ai longuement hésité.
Je trouvais qu'Adjar, ça aurait pu être un super top, parce que finalement, tu vois, il est dans les points. Je me suis dit, Sainz, et dont on a parlé tout à l'heure de Sainz, et Sainz, c'est marrant parce que... Ça fait plaisir à voir. Hein. Non, mais quand on regarde les statistiques de la carrière de Sainz, chaque fois qu'il est rentré dans une écurie, l'écurie, quand il a quitté, elle était beaucoup mieux classée que là où il était. Alors, est-ce qu'il y a un effet Sainz ou pas? Tu sais que j'adore les statistiques, hein. Donc du coup, c'est toujours... je me suis posé Sainz, l'effet Williams, hein. Après 5 courses, ils ont plus de points. La dernière fois qu'ils avaient 2016. Autant de points, c'est 2014. 2016, je crois. 2014, c'est-à-dire que ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas autant de points. Maldonado. Non, mais un début, ils ont fait des années avec 0, tu vois. Ouais. Après 5 courses, 0 points, 3 années d'affilée. Donc c'est très dur. Et j'ai choisi Hamilton. Je pense qu'il vit son enfer. Mais il a fait un truc vraiment bien. C'est ton top, Hamilton. Ouais, c'est mon top. On a vu le même Grand Prix. Ouais, je vais lui donner. Il a permis à Charles Leclerc de finir sur le podium. Ah. Donc, s'il n'avait pas retenu Norris, Charles Leclerc ne serait pas sur le podium. Il a bloqué Norris. Et on reprend, ça fait le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, ce que disait Eric, c'est que malgré un dépassement un peu scabreux de la part de Piastri, derrière lui, Norris a hésité. Et à la fin, il a simplicité dans la première ligne droite, première zone DRS. Non, mais il a perdu peut-être entre 2 et 4 secondes, et à la fin, il lui manque qu'une seconde pour passer devant Leclerc. Tu vois, donc il est fini, 1 seconde derrière Leclerc. Donc, tu sais, donc je me dis, il a fait une bonne chose ce week-end, c'est permettre à Ferrari d'être sur le podium et à Leclerc qui a fait une belle course. Hein. Donc là, je pense qu'il faut demander à Ferrari ce qui s'ennuie là-bas. Ouais, non, justement, je me tourne vers M. Di Duca. Donc, Camille, on peut dire que le Britannique souffre de la comparaison avec son coéquipier Charles Leclerc, notamment ce week-end, hein, qui lui a eu le podium, Charles. Charles, c'est mon top pour ce week-end, parce que je trouve que non seulement terminer, mettre Hamilton à 30 secondes, c'est quand même sérieux, c'est plus un petit détail. Deuxièmement, je trouve qu'il a tiré parti du package qu'il avait à disposition à 100%, surtout pendant la course. Qu'est-ce qu'il a fait au début? Pour éviter le dirty air, d'abîmer trop les pneus, il s'est quand même mis assez vite en retrait, se rendant compte qu'il ne pourrait pas passer devant. Ensuite, dès qu'il a été tout seul, c'est clair, il allait aussi vite que les premiers. Et quand, après le changement de pneus, c'est pareil. Donc, ça veut dire que tout le monde sait que le dirty air, c'est une catastrophe, que ce soit pour une McLaren ou pour une Red Bull ou ce qu'on veut. Hein, c'est difficile. Je trouve qu'il a extrêmement bien géré en fonction de la stratégie que Ferrari avait mis en place et en fonction de ce qu'il avait à disposition. Donc, pour moi, gros résultat. Alors, dire que Lando l'aurait dépassé, peut-être que oui, peut-être que non. Que Hamilton a bien fait le boulot à ce moment-là, oui, mais avec un peu de naïveté de la part de Lando. Parce que passer au premier DRS, il ne faut vraiment pas réfléchir. Ouais. C'est un manque de maturité, en tout cas pas intelligent, tandis que Lewis, c'était juste l'inverse, parce qu'une fois, il a carrément fait exprès. Donc, oui, c'était... on a bien vu le truc. Donc voilà, moi, Charles vraiment. Et puis, autant j'ai pu le critiquer pour inconstance émotionnelle l'année dernière, autant je trouve que là, pour le coup, il est devenu constant. Il progresse comme Piastri, en fait, mais il a mis un peu de temps. Good job. Solid. Very solid. Eric, tu confirmes bonne stratégie de Ferrari, super gestion de pneus de Leclerc. Hein. Oui, je confirme tout ce qu'a dit Alain, en fait. Hein. C'est clair que Leclerc a pris un petit peu en maturité, enfin, si on peut utiliser ce mot-là, mais en tout cas, il est moins émotionnel. Je pense que l'arrivée de Lewis, forcément, quand ça a été annoncé, quand on lui a annoncé, il a dû se dire « oulala ». Et il a un peu changé les méthodes de travail. C'est vrai que ce week-end, il a démontré encore une fois qu'il Ferrari peut s'appuyer sur lui. Et à l'inverse, pour parler de Lewis, je pense que Lewis, en fait, a subi le même effet que 2007 quand Fernando est arrivé chez McLaren. C'est-à-dire qu'on sous-estime le fait d'être, entre guillemets, l'enfant chéri de l'écurie. Quand Fernando arrive chez McLaren en 2007, Lewis, c'est l'enfant chéri. Et Fernando, en fait, ne comprend pas et se braque avec l'écurie, qu'il ne faut pas travailler comme ça. Et là, je pense que la stratégie de Lewis, elle est très bonne en disant « je m'en sors pas, donnez-moi jusqu'à la fin de l'année ». En fait, lui, il a compris, je pense, que c'est l'inverse. Il est arrivé chez Ferrari, même s'il s'appelle Lewis Hamilton, l'enfant chéri de l'écurie, c'est Charles Leclerc. Donc, tant qu'il n'a pas retourné l'écurie
en sa faveur, il aura du mal à battre Charles Leclerc. En tout cas, il a l'intelligence de faire profil bas. Il a eu des mots assez durs envers lui-même après le Grand Prix. Regardez, je n'ai rien à retenir de ces 3 dernières semaines, à part le fait que je suis lent et il faut que je trouve comment changer cela. Je ne peux pas blâmer la voiture. Charles a fait un superbe travail et a terminé 3e avec. Un mot encore sur Ferrari, Eric. Il semblerait, si on écoute les commentateurs, notamment de Canal, et puis un peu Fred Vasseur, que la voiture italienne semble plus sensible au dirty air. Elle a plus besoin d'air libre que les autres. Tu as la même analyse? Non, parce que je n'ai pas les datas, sincèrement, je ne peux pas le dire. C'est vrai que tout le monde se plaint du dirty air. C'est clair que plus la voiture elle est stable comme une McLaren, plus c'est facile, entre guillemets. Enfin, attention, je pèse mes mots. Si la voiture elle a un cône de performance qui est assez étroit, c'est plus compliqué à gérer. Donc je pense que c'est plus le cas. Ferrari est un peu en retrait vis-à-vis même de Mercedes sur un Tour Qualif et Red Bull clairement et McLaren évidemment. Donc pour l'instant c'est ceux qui ont le plus de mal à gérer cette situation. De mon côté, mon top, c'est Red Bull, qui a réussi, je trouve, brillamment ce week-end à se sortir de cette spirale pour le moins négative dans laquelle était confronté l'écurie depuis le Grand Prix de Bahreïn. Hein. Et en tout cas, c'est une belle manière de répondre aux folles rumeurs qui annonçaient le départ de Max de Red Bull à la fin de la saison. Elles vont revenir. Hein. C'est ça n'enlève rien. Hein. Ouais. Donc rappelez-vous que Max est arrivé en practice 1, 9e, 3e en practice 2, 4e en practice 3, et puis il signe la pole impressionnant en qualif encore une fois. Avec un peu de taux, hein, quand même, avec un peu de... D'aspiration. D'aspiration liée. Et certainement, c'est les 10. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est magnifique, hein, ce qu'il a sorti, le tour qu'il a sorti. Quand on voit les difficultés, encore une fois, je ne dis pas ça pour Don Camille, mais quand on voit les difficultés qu'a Ferrari depuis 4-5 Grands Prix à trouver le petit 10e qui manque pour être dans le top 3, et que là, en 2 essais, en 2 jours, ils arrivent à inverser complètement la tendance. Moi, je suis stupéfait par la capacité incroyable de te remettre dans le sens de la marche, Eric ou Don Camille. Don Camille, allez. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils sont bluffants, quoi. Ouais. C'est depuis assez longtemps une écurie qui, entre le vendredi où ils peuvent être complètement à la ramasse et ça monte le samedi et le dimanche, c'est étonnant. Voilà. Maintenant, oui, et tu vois que Ferrari, c'est beaucoup plus compliqué. McLaren, c'est tout le temps au-dessus. Donc, que ce soit le vendredi, samedi, le dimanche, une course ou l'autre, ils sont au-dessus. Ferrari, tu sens que ça progresse, mais très doucement. Et oui, Red Bull, c'est étonnant. Donc, il y a toute une écurie derrière. Puis un jour, Eric avait parlé aussi de ce qu'ils font à l'usine entre le vendredi, le samedi et le dimanche, et qui doit faire que ça les aide à progresser parce que c'est très bien huilé, ça fonctionne. Et ça, c'est plus alors l'effet Max qui est quand même exceptionnel, quoi. Horner mettait en avant, Eric, la semaine dernière, des problèmes de corrélation entre la soufflerie et puis la piste pour expliquer les difficultés à Bahreïn. Ton analyse sur ce retour, vraiment, que personne n'attendait ce week-end, très honnêtement. Tu l'attendais, ce retour? Non, tu sais pas. À la pole. Enfin, comme l'a dit Alain, c'est encore de nouveau, je me répète, mais déjà Red Bull, c'est un modèle, en fait, que même moi, j'essaie de copier au maximum, pour être très honnête. Enfin, en tout cas, de m'inspirer, on va dire, c'est plus honnête. Enfin, bon, j'ai été honnête. Parce que c'est un modèle très lean, qu'on appelle en anglais, c'est-à-dire il y a très peu de gens qui décident. Et donc, du coup, les gens sont responsables et du coup, tout va plus vite, tout est plus fluide. Et si tu veux, c'est comme l'a dit Alain, ils ont des tas de process, et notamment ils ont cru très tôt dans la simulation et autres, et ils sont encore un petit peu en avance, mais plus beaucoup, parce que tout le monde les a copiés. Et donc ils sont capables effectivement de rebondir. T'as vu, ils se sont appuyés sur des setups de gamers, enfin pas de gamers, mais des experts de simulateurs. Max d'ailleurs est quand même c'est un des meilleurs gamers au monde aussi. Donc, et alors des problèmes de corrélation avec la soufflerie, ça j'y crois parce que je crois de mémoire leur soufflerie. Elle a quelques années maintenant et peut-être que comme ils ont investi de l'argent dans les moteurs pour 2026, ils n'ont peut-être pas investi l'argent non plus dans les... 2028 pour la prochaine soufflerie, a priori. Voilà. Et Tsunoda s'approprie plutôt pas mal la voiture. Il paraît que je crois que ça fait depuis 7 mois qu'on n'a pas vu une telle performance du deuxième baquet Red Bull. Oui, donc en course. Voilà, là un accident de course, mais en vrai, on va quand même souligner que Tsunoda commence à s'approprier bien la voiture. Ouais, on va voir. On passe à vos flops et on commence avec toi, Eric. Bah écoute, la FIA en fait. Fallait bien que je blâme quelqu'un de toute façon. Alors c'est quoi? C'est la décision elle-même ou Non, c'est un peu la réactivité, on va dire. D'accord. Et puis on retombe toujours dans les mêmes débats de
le manque, je dirais, de constance, on dit, Ouais. en fait, entre les décisions. Voilà, après les 5 secondes, enfin, je veux dire, tu t'attends à ce genre de choses quand tu as un départ avec 130 mètres avant le premier virage. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui devraient être prêtes comme ça, tu vois. Je sais que c'était, attention, je les blâme pas au sens où, tu vois, je sais la quantité de travail qu'il y a à faire pendant un départ, il y a tellement d'actions à regarder, mais ça aurait pu être un petit peu géré, je pense, plus vite. Voilà. Donc, Parce que du coup, en ouais. fait, ce qui se passe, c'est que s'ils disent qu'ils sont sous enquête, on peut dire à Max, rends la place. C'est ça. Et tu coupes court à tout. Tu vois, ça évite. Et en fait, ça s'est passé, mais sous safety car. Donc, du coup, dans tous les cas, il était piégé. Tu vois, la décision, tu peux plus prendre la décision, tu ne peux que subir la Attention, décision. c'est très compliqué de prendre des décisions live. Hein. Sur le muret. Après, c'est toujours facile de refaire la course. Mais je pense que quand tu t'y attends, tu dois te dire, bon... Voilà, Ouais, bien sûr. et Ça puis passe assez clair. s'il y avait un barème, si tu veux, qui était... Mm. t'appuies sur le bouton et voilà, c'est la même chose tout le temps. Quoi. Je pense Ouais. que, bon. Donc, Camille, tu es d'accord avec Eric. Pourtant, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi 5 secondes et pas 10, qui serait normalement le tarif minimum pour ce genre d'action. Oui, moi je suis d'accord avec Eric par rapport à la lenteur. Hein. Maintenant, vous savez que je suis toujours partisan des choses qui ne coûtent pas cher, comme par exemple de faire 2 changements de pneus plutôt qu'un pour animer les courses. Ben, ici, je ferais presque pareil. Il y a un sport où c'est des brutes qui se tapent dedans, mais qui sont corrects et qui écoutent l'arbitre. C'est le rugby. Pourquoi est-ce que la FIA, on ne lui dirait pas, ben, tu as maximum 2 minutes pour prendre ta décision, tu la prends et tu la justifies. Je pense que ça changerait beaucoup de choses parce qu'on ne comprend pas bien parfois quand une décision est prise dans un sens et pas. Mais non, Un peu trop tu de la politique, justifies. peut-être, mon Camille. Comment ? C'est ça ? Un peu trop de politique aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, ok, il y a le problème de la FIA et de notre ami Ben Sulayem, tout le monde le sait, mais bon, voilà. Moi, je dirais, je mettrais une limite dans le temps et une justification et pas d'appel possible. Point. C'est comme ça. Ouais. Justine, On respecte le truc. Il n'y aura plus de Toto ou de Christian qui téléphone. Ouais, voilà. Pour peut-être voilà, s'inspirer c'est- tout simplement, comme Ouais, le mais disait donc Camille. La décision est Ouais, c'est irrévocable. Ça nous manquerait d'avoir une petite photo à la fin avec Christiane qui a sa Allez, photo. j'allais et tout. mentionner. Justine, C'est En plus, compliqué. je vais dire, il y a de tels moyens qui sont développés dans un Grand Prix de Formule 1. On sait à quel virage ça risque de se passer. Hein. Ici, oui, tu peux aussi c'est préparer, clair. Quoi. surtout quand tu as Piastri et une Red Bull en pôle avec Verstappen. Ouais. Ouais, enfin, tu as les caméras intérieures, tu as les Exactement, tu as toute la data dispo. donc, Justine, Mais ça au-delà, pourrait être automatique, hein, d'ailleurs. Exactement, S'il vous plaît. exactement. est-ce qu'on peut laisser Comme la VAR. parler Justine 30 secondes, s'il vous plaît? Je suis obligé presque de vous gronder. Laissez-la un petit peu parler. Non, Est-ce que tu ne trouves pas que la FIA devrait tout simplement professionnaliser les arbitres Je suis comme on le totalement trouve d'accord. au foot, par exemple? Mais j'ai l'impression On de- retrouve toujours les mêmes. Mais j'ai Tu l'impression, vois d'après ce que disait Eric, c'est que ça a l'air extrêmement compliqué. Il y a ce manque de transparence, il y a cette surcommunication, il y a un lobbying politique aussi des équipes. Quand je vois Horner qui se baladait avec sa photo de partout, chacun a son argument. Mais c'est vrai que c'est hallucinant par rapport à la quantité de data qui est collectée. Enfin, j'imagine qu'en plus, c'est des pénalités, enfin, c'est des scénarios qui peuvent se repasser. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à utiliser un peu d'IA, un peu de données et se dire, voilà, on a un barème, comme tu disais, c'est un peu plus transparent, un peu plus clair. Mais il y aura des erreurs, mais ça va apprendre. En tout cas, là, je trouve que le délai de prise de décision est quand même assez hallucinant. Mais je comprends que ce soit difficile de juger. Mais il y avait quoi d'autre comme accident en même temps? C'est sûr qu'il y a eu Tsunoda, il y a eu Gasly en même temps, Non, mais c'est c'était après. C'est après. Donc après, c'était assez rapidement après. Non, mais comme je disais, c'est que ça pourrait. quasi automatique. Non, mais ça pourrait être. Tu sais que sur ce tracé-là, Tu sais que ça peut virage 1, passer. ça va se passer. Tu vois, un truc, d'ailleurs, une réflexion qui m'est venue ce week-end, c'est que tu te dis, parce que là, ils ont des dégagements, des runs-off, tu vois, mais tu mettrais un mur. Mais bien sûr, Mais jamais Max n'aurait fait ça. Enfin, Tu ni l'as pas Max, ni Piastri, on aurait d'ailleurs, pris ce risque. vont aller chercher le freinage, le point de freinage le plus raison. tard. Jamais. Mais comme là, ils savent que tu as un dégagement, c'est facile. À Monaco, ça n'arrivera pas. Hein. C'est clair. Et au-delà, on pourrait imaginer qu'il y ait toujours le même pool d'arbitres comme au tennis, par exemple, de tournoi en tournoi. Là, ce serait de Grand Prix pour qu'il y ait, je dirais, une homogénéité de décision d'un Grand Prix à l'autre. Parce qu'en fonction des commissaires, ça peut varier. Un coup, c'est 5 secondes. Là, c'est 5 secondes parce qu'ils estiment que c'est le premier tour, qu'ils ont été assez indulgents. Mais normalement, ça aurait été 10 secondes dans un autre Grand Prix. Ça, c'est un grand débat, mon cher, Ça, c'est un grand Ben oui. qui existe depuis des décennies. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut professionnaliser Ben oui. l'ordre des stewards. Ils ont dans les moyens, quand même, la Formule 1. Je ne crois pas de le alors, faire. il ne faut pas tout mélanger. Ouais. On parle de la FIA, Ouais. d'accord? On ne parle pas de la Formule 1. Là. Liberty peut faire un petit effort, non? Alors, il faut toujours séparer sport et business, d'accord? Ouais. D'accord. Donc, ne mélange pas les deux, là. Ouais. Jamais la Jamais. Formule ne fera ça. La FIA, entre guillemets, est payée pour policer la Ouais. F1. Alors, déjà, en disant ça, je vais me faire insulter, mais c'est la vérité. Ouais. Et donc, il faut quand même garder une certaine indépendance, sinon, c'est plus la police, ça D'accord. s'appelle les employés. Mais ça influence beaucoup les courses. Après, c'est la FIA de prendre la décision de faire ça, mais
Pourquoi il ne le fait Je pas? sais Il y a pas. une raison politique, il faut faire peut-être, plaisir à chaque ambassadeur de la Il FIA n'y a qui pas de vient. raison, il y a pas de raison politique comme ça. Je pense qu'il y a un petit côté aussi anglo-saxon dans le système, tu sais. Ouais. C'est bien de garder le flou. Ok. Tu sais, la réglementation, quand tu l'écris, il y a l'épaisseur du trait, donc tu peux être à droite ou à gauche. Ouais, mais ça reste un terrain de jeu, quoi. Ça reste un terrain de jeu qui fait que ça anime la média. Si tu es trop carré, de toute façon, regarde en football, ils ont introduit le VAR en disant ça va être carré, et même avec le VAR, ils se Il y a des trompent. Alors, contestations. On l'a vu ce week-end. donc voilà, exactement, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, donc ouais, après, je pense que toi, c'est une philosophie qui est un peu différente. Alors ça fait parler. De toute façon, Oui, bien sûr. le buzz, qu'il soit bon ou mauvais, d'ailleurs, plus il est mauvais, mieux ça fait de buzz. Voilà. Laurent, ton flop cette semaine? Mon flop, c'est Lando Norris. Et paradoxalement, c'est pas tant son crash en Q3, parce que je veux dire, les gars, ils sont à la limite. Et oui, à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir. Mais en fait, c'est de façon générale. En fait, tu te rends compte, il pleurait presque lors de l'interview, tu vois. Et en fait, Les qualifs, oui. tu sens une fragilité. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à ce qu'avait dit Horner en disant que c'est un dépressif et que, Oui. tu vois, qui allait l'attaquer sur quelque chose de personnel. L'élégance de Red Bull m'étonnera toujours. Celle d'Horner encore plus, quoi. Ouais. Celle de Helmut qui avait dit. Helmut C'est pas Horner, c'est Helmut Marko qui avait dit. Pardon, mais à culpa. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent on sent un talent, tu vois, tu sens qu'il est rapide, et malgré tout, il y a toujours cette fragilité dès que ça va mal. Et c'est là où ça va venir très très intéressant, parce que à l'intérieur de l'équipe, ils ont deux animaux très différents. Et en fait, McLaren est en train de reproduire, j'ai l'impression, le Senna Prost. Tu vois, le Lewis Alonso. Ou le Lewis Alonso. Tu vois, un calculateur très froid, et d'autre côté, un impulsif très chaud. Et on a l'impression qu'il y a des écuries qui aiment ce truc-là. Là, ça va être compliqué, parce que Zach, il est jugé parti, puisqu'il est aussi l'agent de Norris. Et donc, c'est très bien d'avoir deux top pilotes, mais c'est difficile à un moment donné quand tu dois choisir, tu vois, entre... ouais. Justine, tu es d'accord avec Laurent? Trop émotif encore, Lando Norris pour être champion du monde. La semaine dernière, on a beaucoup parlé du fait qu'il était assez brouillon, et là, on l'a revu aussi devant la course. On parlait tout à l'heure du doublement trop bizarre DRS avec Lewis. Enfin, il a fait vraiment des erreurs qui étaient assez bêtes, un peu immatures. Oui, pour moi, c'est vraiment... ça me fait de la peine. J'ai l'impression que c'est un peu un talent brut, mais qui n'arrive pas à gérer en effet ses émotions, et qui va se laisser dépasser par Piastri, d'ailleurs, qui a perdu la tête du championnat. Donc, je questionne la suite de cette cohabitation dans l'écurie. Brouillon, pour moi, de nouveau. Il est quand même à l'origine d'une belle course, Oui, une course bien assez sûr. solide. Il part 10e, il termine 4e. Mais je pense qu'on s'attendait à plus de sa part. Ce que je Un comprends, podium. Je sais pas, mais parce qu'il a fait une superbe course, sur un circuit qui est pas facile. sans tu vois, erreur, à part les difficultés avec Hamilton. Pour moi, c'est sur la dimension humaine. Et on l'a déjà vu au précédent Grand Prix, quand ils se sont retrouvés dans la cool room. Tu sentais de l'autre côté qu'il y avait un Piastri qui était d'un espèce de calme, limite un petit sourire à la commissure des lèvres. Lui, tu sentais qu'il y avait une colère, quoi. Tu vois que ça bouillonne, il n'arrive pas. Donc, Camille, la semaine dernière, Guillaume faisait le parallèle entre Rosberg et Hamilton, la tension, la difficulté qu'avait Rosberg à lever le niveau pour contrecarrer Hamilton. Salut la régie. Il se prépare pour le quiz F1 dans un instant. C'est assez bien vu, je trouve, entre Norris et Piastri, cette comparaison. Mais c'est clair que la Formule 1, ça se joue là-dessus aussi. C'est le moral et le mental du pilote. Il est fondamental, et 2 dixièmes, c'est la catastrophe, quoi. Donc, et je crois qu'il est plutôt de plus en plus dans cette position. Moi, je dis, ça s'est vu pour moi dès le 2e Grand Prix. Et quand on a dit au début de la saison, il a dit, cette fois-ci, je vais être champion du monde, je vais pas me laisser faire. Déjà là, est-ce qu'on n'était pas dans un système de méthode couée pour dire je renforce mon mental? Oui, peut-être pas. Et d'un autre côté, je répète Radio Paddock, quoi. Peut-être qu'il devrait se concentrer à 100% sur la Formule 1, et c'est peut-être pas tout à fait son cas. Ouais, et au-delà, on l'a vu, de la manière dont il réagit depuis le début de la saison, en disant que la voiture ne lui convient pas. Avant le Grand Prix, il a dit « Je ne suis pas heureux au volant de cette voiture », alors que c'est la meilleure voiture du plateau. Et puis à la fin du Grand Prix, alors qu'on est à un mois, j'en sais que la tension est terrible, parce qu'il est le favori du championnat, il a carrément déclaré qu'il avait besoin d'une pause. Eric, waouh, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, quoi. Je suis un peu inquiet quand même. Je pense que ça résume à peu près tout ce qu'on vient de dire. C'est, pour reprendre l'expression de Laurent, il y a un pilote au sang-froid, un reptilien, on va dire. Et puis tu as Norris qui a un talent incroyable, mais qui est géré par ses émotions. Fragile. Tu regardes sur un week-end, lui, il est devant tout le temps, il maîtrise tout.
Même si à chaque fois les qualifs, c'est au centième maintenant, c'est même pas au dixième. Ouais, l'écart est tellement infime, mais c'est vraiment Piastri, dur. lui, a pris un peu de recul et il construit son week-end, on va dire, 1,5% par 1,5% à chaque séance. Que Norris, lui, bon, il est plus à l'aise et il est à la maison et donc il va dedans. Mais il y a un moment où la pression médiatique, la pression du team, là, dans sa tête tout simplement, je pense qu'il se met un peu trop la pression. Je pense que c'est ce qui s'est passé ce week-end. Et puis l'autre, pendant ce temps-là, il en profite et il construit sa maison. Ouais, Je pense que Piastri est en train de prendre le dessus sur Norris aujourd'hui. Je dirais que c'est un peu trop tôt. Simplement, on voit peut-être que Lando a besoin de se rassénérer. D'ailleurs, j'ai trouvé ça étonnant ce week-end. Il a posté 2 trucs, effectivement, ou même après la course la semaine dernière, où il a dit qu'il a besoin d'une pause, il a besoin de se ressourcer. Étonnant. Ça fait que 5 Grands Prix, les gars. Ouais. Si tu as besoin de te ressourcer, il en reste 19, quoi. C'est pas fini, quoi. Il fait que 20% des courses, une sur 5. C'est ça que l'enchaînement était donc, quand même assez non, mais l'enchaînement est très compliqué, mais il l'est pour tout le monde, quoi. Ouais. Et c'est le seul. Alors Surtout c'est là où tu te pas dis... la pire des il y a une voitures. Je pense que c'est un appel à l'aide. Non, mais c'est pas ça, mais c'est un appel à l'aide de quelque part. Il va falloir que l'écurie l'aide et son entourage et ainsi de suite pour que psychologiquement il cool down, comme on dit un peu, quoi, tu vois. Et puis voilà. Et puis par contre, ouais, bonne chance à l'écurie pour gérer les deux là. Ouais, il va falloir le mettre dans une bulle. Alain, de ton côté, ton flop cette semaine. Mon flop ne te fera pas tout à fait plaisir. C'est pas Fernando, mais c'est Aston. Vraiment. 14e, quand on voit, quand même. comment 11e en course, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Te dire à quel niveau ça en est, quoi. Non, mais avoir dépensé autant de centaines de millions pour en arriver là, vraiment, c'est n'importe quoi. Quand on voit ce dont dispose Williams, ce dont dispose Haas ou autre, et eux, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est... Enfin, Eric pourra le dire, parce qu'il y a des chiffres qu'on ne connaît pas bien, mais c'est sans doute le plus gros budget de la Formule 1. C'est juste Circle, n'importe quoi. Voilà. Sur la voiture, il y a écrit Circle, Alain. Je ne savais pas qu'on était sponsor. Comment Il y a marqué Circle, c'est la start-up que vous avez créée ensemble. Vous savez, qui est une voiture électrique qui ne se recharge pas. C'est écrit sur le flap Circle. Mais je ne savais pas, ouais, tu vois, moi non plus. Ouais. On en parle après. Aston, donc beaucoup d'argent. On parle beaucoup du coup de gueule du papa Stroll. Non, mais c'est... Qui voudrait que... Oui, mais lui, forcément, ici, l'échec. Qu'Adrien Newey se mette tout de suite au travail, ils n'ont pas se consacre pour 2026. Adrien a été très malin. Lui, il ne va pas toucher ce qui a été fait par les autres. Je pense qu'il ne va pas mettre les doigts dans la prise. Parce que lui, il est la grosse valeur d'Adrien Newey, c'est le concept. C'est pas le détail. Donc la voiture, elle a un concept aujourd'hui, un concept aéro, un concept de suspension. Ça ne marche pas. Ouais. Mais lui, il veut pas mettre les doigts dans la prise parce que ça, c'est le truc, le piège à con, et donc ça va pas marcher. Ouais. Lui, ce qu'il veut donc s'intéresser, c'est sur la nouvelle. C'est là, ça va le rajouter. C'est sur l'année prochaine, la nouvelle réglementation et autres. Après, il y a aussi le fait que, rappelez-vous, il y a 5 ans, c'était une petite écurie, que c'est devenu aujourd'hui un gros mastodonte avec nouveaux bureaux, nouveaux systèmes, nouveaux logiciels, nouvelles souffleries, enfin tout est nouveau. Et ils ont sorti au passage Fallo, ils ont sorti toujours plein le de gens. Fistrol, par contre. Ouais, ça, oui, mais ça, je pense que ce sera le dernier boulon à sauter. Mais il y a aussi, enfin, il y a une révolution, parce que c'est même pas une évolution, là, c'est une révolution de l'écurie. En plus, qui est basée sur des gens, rappelez-vous, c'était Jordan, c'était une petite écurie, donc c'est pas la même. Toutes les méthodes de construction de process, tout a changé, tout. Et tu passes de petit garage à grosse concession, donc ça n'a rien à voir. Et donc, je suis pas surpris que ça marche pas. Et puis surtout, je pense qu'ils ont tous la tête en 2026 aujourd'hui et leur projet. Après, donc oui, je vois pas. Là, je sais que cette semaine, il y a une grosse réunion. Voilà, mais c'est vraiment, je pense que là, c'est un peu de nouveau, c'est le mot BS, mais c'est pour secouer le cocotier. Mais il y aura pas malheureusement, je pense qu'il y aura pas de réveil d'Aston Martin avant l'année prochaine. Tu as vu la rumeur Honda qui s'inquiéterait justement du peu de résultats cette année d'Aston Martin, puisque ce sera son écurie d'usine l'année prochaine, et donc serait prêt peut-être à équiper encore Red Bull en 2026, on ne sait jamais. Alors ça, c'est encore du maquillage. Ouais. Je pense que c'est plutôt Red Bull qui n'est pas prêt avec son moteur, en fait. Et en fait, qui a fait des pieds et des mains pour... Regarder. Non, mais tu sais, je me rappelle, tout ça dans le paddock, je me rappelle en 2014, chez McLaren, quand j'arrive chez McLaren, donc il y a encore le moteur Mercedes. Et je dirais pas qui, mais tu as plusieurs figures du paddock qui viennent nous voir qui font t'es sûr que tu veux pas garder le moteur Mercedes un an de plus? Parce que tout le monde savait que voilà, ça allait être compliqué après. C'était pas une mauvaise idée, moi je dis. Ben oui, mais. Rod Denis était là. Je ne dirais pas, mais il y avait des contrats qui faisaient que ça marcherait pas. Mais Ron, voilà. si tu nous écoutes. Mon flop cette semaine, je crois que c'est pour l'ensemble de son œuvre, c'est Helmut Marko, le conseiller sportif de Red Bull.
pour sa dernière déclaration qui vient de s'ajouter à une trop longue liste de diatribes pour le moins toxiques et de mauvaise foi à propos de l'accrochage Tsunoda-Gasly, jugé plus tôt. D'après ce que j'ai vu, il était passager de cet accident. Il parle bien sûr de Tsunoda. Il s'est fait emmener par Gasly. Je savais que le garçon était borgne, je ne savais pas qu'il était aveugle. Voilà. C'est quand même l'hôpital qui se moque de... Pardon. Ouais, c'est clair. Justine, on reste dans la maison Red Bull pour ton flop. Oui, alors peut-être que je suis un peu de mauvaise foi ce week-end, mais c'est vrai que... T'es dur, hein. Non, je suis dur. C'est plus par rapport... la performance de Max est incroyable, spectaculaire pour sa pole, ça je reconnais. Après, pour moi, c'est plus son côté immature. Je reconnais qu'il a un talent, mais il y a des moments où je me dis son état d'esprit parfois n'est pas le bon. Et là, j'ai l'impression, sa gestion de ce premier virage, ce départ qui a été totalement raté, où il est vraiment de mauvaise foi, parce que juste après, dans sa radio, il dit qu'il n'avait pas le choix que d'aller tout droit et de couper le virage parce que Piastri ne laissait pas de la place. Il le tente. Pure mauvaise foi. Et pareil, après la gestion de Horner, je trouve qu'il n'y avait pas de réaction de l'écurie. L'écurie aurait pu lui dire, justement, pour anticiper une pénalité de la FIA, elle aurait pu lui dire, rends la place tout de suite. Je trouve qu'ils ont très mal géré ce week-end. Et ensuite, Max, a été sous silence, il n'a pas réagi. Alors, je te propose que et Tsunoda qui était out. Je tiens quand même à préciser, un gros flop, puisqu'on n'avait qu'une seule voiture, une fois de plus. Un scénario qu'on connaît déjà avec Lawson, on n'avait pas été gâté. Et avec Pérez avant lui. Alors, je te propose que l'on développe le cas Max dans le prochain chapitre. Mais d'abord, un rapide coup d'œil sur les classements. D'abord, les classements pilotes. Oscar Piastri prend la tête du championnat du monde avec 99 points. Il devance son coéquipier Lando Norris qui a 10 points de retard. Troisième, Max Verstappen avec 87 points, qui reste au contact malgré tout. Ouais. George Russell est quatrième, suivi de Leclerc, seulement cinquième. Antonelli sixième et Hamilton septième. Le premier français, c'est toujours Esteban Ocon, qui est... Lance Stroll, mais c'est magnifique. Il est toujours dans le top 10 grâce à ses premières courses. Bah oui, grâce à sa première course. Il a marqué, je crois, les points pour l'année. Mais c'est magnifique. Il peut partir en vacances. Oui. Un truc intéressant sur Piastri, on lui a dit alors, ça vous fait quoi d'être en tête? Et très froid, il a dit... c'est long une saison, faut être en tête à la fin de la saison, être en tête à la fin. Mais tu vois, tu te rends compte que tu vois, c'est... Regardez ce que ça donne au classement constructeur. McLaren accentue encore son avance avec 188 points. C'est 77 points d'écart avec Mercedes. Suivi de Red Bull avec 99 points de retard. Et quant à Ferrari, j'ose même pas le dire, donc a mis 110 points de retard. Et Williams, 5e. Et Williams, 5e. Alpine demeure 9e du championnat. Il y a un mot peut-être, mon père d'Alpine? Non, je pense à Ferrari. Là, ça commence à être compliqué. Là. Je sais que la saison est longue, mais bon... Je crois que ça ne ressemble à 2009, mais bon, mais ça s'améliore. Il y a quand même eu, même si c'est discret, des concepts nouveaux au niveau suspension avant, au niveau empattement. Non. GP2. Allez, je propose qu'on revienne sur la... Juste un truc, on a parlé de tout, on n'a pas parlé de Mercedes. Ouais. Mercedes a fait un très mauvais week-end. Mauvais. Ce que je veux dire, c'est ils sont en dessous. Par rapport à Ferrari, c'est pas si mal. Non, mais ils sont en dessous en termes de performance, ils sont en dessous. La seule chose qui les sauve, c'est qu'ils se qualifient 3e et 5e, ils finissent 5e et 6e. Mais finalement, les deux pilotes marquent des points à chaque course. Et tant bien que mal, on le voit au classement. Finalement, tu vois la différence avec Red Bull, où il n'y a qu'une seule voiture qui marque. Évidemment, ils marquent moins de gros points que... Plus régulier que Ferrari. Oui, exactement. Et les deux pilotes. Ils ont du mal. Retour donc sur l'attitude de Max Verstappen. Max, le caprice de trop pour l'interrogation. On avait un Max Verstappen très frustré au terme de la course, qui s'estime injustement pénalisé. On le voit notamment sur la ligne d'arrivée au terme de la course. On a vu ces images avec Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA. On a vu des échanges qui ont beaucoup fait réagir, ces échanges sur le net. Il le pointe du doigt. Est-ce qu'il y a eu déjà des gens assez musclés, des noms d'oiseaux en tout cas, après cet échange-là, il n'a plus voulu adresser la parole quasiment à personne, messieurs. Qui veut réagir à ça? Est-ce qu'au-delà, vous comprenez sa réaction? Très agacé de Max, refusant de répondre aux questions, très remonté contre les décisions, affirmant que les règles avaient changé cette année. Qu'est-ce qui a changé cette année par rapport aux années précédentes? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'en fait, Piastri a fait du max dans ce qui s'est passé. Piastri a fait du max et il s'est fait prendre un peu à son propre jeu. C'est ce que lui, dans l'autre position, il aurait fait exactement pareil. Totalement. On a des super compétiteurs qui tentent quelque chose. Après... Je pense que c'est une décision de l'équipe. Ils se sont dit qu'ils allaient prendre une pénalité, mais qu'il valait mieux être devant pour pas avoir le dirty air, plutôt que... Je pense que... Et de te dire 5 secondes, j'arrive à la rattraper. Non, mais normalement, c'est 10, c'est pas 5. Ouais, mais au premier tour... Bon, mon analyse, c'est que c'est une décision politique de l'équipe de se dire ça, ok? Maintenant,
On a vu ce qui s'est passé à chaque fois qu'il aurait. D'ailleurs, il a dit dans les leçons, il a dit un énorme gros mot à la. Fucking lovely. Oui, voilà, et exactement. qui a été bien sûr masqué. Donc, je pense qu'il s'est dit de toute manière, je vais me faire blâmer en plus pour avoir dit ça. Donc, il a dit, je préfère rien dire. Et comme ça le gave un peu, depuis le début, c'est un de ceux qui s'est le plus plaint du fait que la FIA veuille interdire les gros mots et tout ça. On sait que personne. Enfin, regarde Hamilton, je crois que c'est le Grand Prix précédent, le Grand Prix d'avant. Il y a Soulayem qui essaie de lui tendre la main ou quand il passe, il évite, quoi. Ils le détestent tous, Ils passeront pas les vacances ensemble. Non, aucun. Donc, du coup, je pense que là, il y a dû avoir un peu de tension, tu vois, qui vient lui dire quelque chose. Et autant il a dit quelque chose de sympa. Tu as vu, on a fait que 5 secondes au lieu de 10 et tout ça. Ce qui a dû encore plus l'énerver. Et moi, j'adorais avoir l'échange qui s'est passé là. Hein. Revenons à l'argument principal de Max qui dit que les règles ont changé entre il y a 2021, puisque au même endroit, il y a eu la même action entre lui et Hamilton. Et à l'époque, c'était... on lui a demandé de laisser la place, de rendre la place à Hamilton. Je crois, c'est ça, je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a changé entre... Oui. Non, ils n'ont pas vraiment changé, les règles sont toujours les mêmes. Hein. Bah, pourquoi il dit ça alors Alors, et puis, il y a je vais vous prendre un peu à contre-pied. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des compétiteurs hors normes. Tu n'es pas champion du monde si tu n'es pas un freinard et un frein... voilà. Si on répète l'action, Piastri, qui, je pense, a du même acabit ou la même ADN, les deux freinent le plus tard possible. Ils savent que c'est dégagé, qu'il n'y a pas de mur. Et donc, après, c'est un jeu de dupe. Comme le dit Laurent, il vaut mieux être devant au premier virage, dans l'air propre, et essayer de se dire, bah voilà, les 5 secondes, on va les retrouver. 5 ou 10, je ne suis pas sûr que ce soit 10, mais bon. Et donc, il tente un coup. Mais moi, j'aurais fait exactement la même chose. Et là-dessus, je back up tout le monde. Quoi. C'est ça, oui. Zéro problème. Tu ne donnerais pas l'ordre de laisser la place, parce qu'il finit à 2 secondes et demie, hein, au final. C'est rien. Oui, mais... Aujourd'hui, la Red Bull, elle est un peu moins performante que la McLaren. Et on a vu que ça a donné d'ailleurs du piment à la course. On a vu un Piastri qui a passé Lewis, on en a parlé tout à l'heure, de manière... Parce qu'il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il fallait absolument... Parce qu'il savait que l'autre allait rattraper du temps. Et justement, avec 5 secondes de pénalité, il ne finit finit avec 2 secondes 7 derrière. Ouais. Donc ça veut dire que, tu vois, Max avait, entre guillemets, raison. Tout à fait. Là, c'est sportif qui parle. Hein, on peut commenter sur la manière de faire et tout. Il y a un moment, si tu veux gagner, il faut gagner. Et quand il faut gagner par tous les moyens. C'est vrai. Par contre, après, on parle là de la réaction de Max vis-à-vis de MBS. Bah, moi, j'ai trouvé très courtoise. Ouais. Je suis désolé, j'ai vu des choses sur Internet. Alors, aujourd'hui, tu ne sais plus si c'est vrai ou c'est pas vrai avec les AI, mais je veux dire, j'ai vu un Piastri qui passe entre Dominicali et MBS qui le pousse. J'ai vu, je ne sais plus qui, un Russell, la même chose. Là, au moins, il lui parle. Ouais. Mais après, évidemment... Un peu vindicatif. Après, il a chaud. C'est à chaud après le match. Après, c'est pas que ça, c'est qu'il y a de l'ego, d'accord ? Pour le savoir, il y a énormément d'ego, puisqu'ils savent que départ de la course ou l'arrivée de la course, c'était le centre du monde, il y a des caméras de partout, et il faut se montrer. Ouais. Enfin, je veux dire, quand tu es le président de la FIA et que tu sais que l'autre, il est remonté comme une pendule contre la FIA, tu vas pas lui parler quand il sort de sa voiture, alors qu'il est plein d'adrénaline, tu vois ? Mais c'est l'ego qui parle, là. Et donc ça crée des histoires et voilà. Donc moi je suis plus mesuré dans le sens où j'aurais fait exactement la même chose. Alors. Justine, qu'est-ce que tu as pensé du système de défense de ton team principal, Christian Horner? Non, qui a fait le tour du paddock avec ses photos. Moi, j'ai trouvé ça assez immature et petit, mais bon, je comprends, quand on est désespéré, autant aller au bout. Mais c'est vrai que je vois ta perception, ta vision sur Max. Moi, j'étais plus déçue parce que pour une fois, la Red Bull est tellement aléatoire que d'un week-end à l'autre, on ne sait jamais comment elle performe. Et quand on sait que Max, quand il a une pole, ensuite, il a vraiment 85% ou 90% de conversion pour gagner, pour gagner la course. Pour moi, on savait que tout allait se jouer au début et j'ai trouvé ça bête sur le moment, très immature, en me disant est-ce que ça valait vraiment la peine de prendre ce risque alors qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire face à Piastri à ce moment-là. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de le redoubler dans une zone DRS à un autre moment, 3e, 4e tour, c'est pas grave. Pour moi, la course s'est jouée à ce moment-là pour lui, donc d'où ma frustration. Mais ça arrive vite, hein. Ça arrive vite. Entre le départ et ça arrive trop vite. Donc en fait, ça se passe en quelques secondes. Voilà. Il y a un patinage. Après, Piastri, c'est un new kid in the block, d'accord ? Ouais. C'est-à-dire qu'on sait, il faut le tester. Exactement. Je veux dire, j'ai vu des gamins. Mais ça peut être dangereux. Je vois des gamins en karting, j'ai vu des gamins en F4, en F3. Les mecs, ils se mettent des boîtes, tu sais, ils attendent d'être dans le virage où il ne faut pas. Et ils se testent tous et ils se mettent des coups de ponton en disant la prochaine fois, tu le fais pas. Il y a ce petit establishment. Oui, Piastri, c'est nouveau. Et on sait que Norris n'a pas été bon. Oui, mais Max est en pôle. C'est hyper dangereux. D'accord ? Max est en pôle. Il freine le plus tard possible, quitte à mettre la voiture en travers. Il s'en fout.
Mais Il veut marquer tu son vois, C'est territoire. un compétiteur, il veut marquer. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que Piastri fasse la même chose. Ouais, d'autant Ah, mais plus il se que teste, Norris il se s'est teste, toujours écrasé sur Et ces voilà. belles situations. Eh ben, c'est ça. teste les limites. Ça, c'est les petites limites Ouais. psychologiques entre les On voit pilotes. la différence entre les deux pilotes. Ouais. Donc, Ami, ta réaction, notamment à l'argument de Christian Horner qui dit nous avons une notion particulière chez Red Bull, celle de laisser courir nos pilotes. Oui, voilà. Et puis au-delà, je ne sais pas où Max était censé aller à ce premier virage. On a, je crois, en régie, une petite vidéo volée sur Instagram où on voit le passage filmé par un Instagrammeur, donc on a le droit de diffuser les images. Regarde, qu'est-ce que tu en penses de ce passage? Je suis plutôt de l'avis d'Éric par rapport à la compétitivité entre Oscar et Max, et d'une. De deux, c'est clair que Christian est de mauvaise foi. Mais Une en fois n'est fait- pas coutume. Mais en fait, mais non, mais c'est de la politique. Je veux dire, à la Politiquement limite, correct. j'aurais été Christian Horner, j'aurais dit la on même l'est. chose. Donc Oui. après ça, Piastri a fait du Verstappen à Verstappen, C'est et ça, ça. je trouve ça génial. Ce que Lando n'aurait peut-être pas fait, Il n'a pas parce encore que réussi. Ouais. Piastri ne laisse pas la place à Max, clairement, alors que ils sont plutôt côte à côte. Sauf que peut-être que Max est un peu plus responsable, parce qu'en fait, si on analysait, à mon avis, les datas de la Red Bull, On voyait Max qu'il avait- freine ouais. au panneau trop tard, exprès, parce qu'il sait que ça va pas aller, donc il passe. Voilà, le reste. Moi, je veux quand même dire quelque chose par rapport à Max, c'est que je trouve que la future paternité de Max lui fait du bien. Parce que contrairement à ce que vous dites, je le trouve vachement plus calme qu'avant. C'est vrai. Et C'est- plus je trouve posé. qu'il Maintenant, contrôle mieux ses il vient de émotions. loin, hein, on est Alors, d'accord. est-ce que vous comprenez la décision de Y compris les gènes. Hein. Ah, Voilà. Allez, est-ce que vous comprenez la décision officielle de la FIA? Je vais vous la lire. Les commissaires ont estimé que la voiture numéro 81, celle pilotée par Oscar Piastri, avait son essieu avant au moins à la hauteur du rétroviseur de la Red Bull numéro 1 de Max Verstappen. Et ce, dès l'approche, puis au point de corde du virage numéro 1. Piastri tentait alors un dépassement par l'intérieur. Donc, c'est pas tellement le dépassement qui sanctionne, c'est plutôt après, selon les directives sur les standards de pilotage. Le virage appartient donc à la voiture numéro 81, qui avait le droit d'être devant et laissé en piste. La voiture numéro 1 est ensuite sortie des Ouais, limites de c'est la piste et c'est là où il est sanctionné. Et on a tiré un avantage durable qu'elle n'a pas restitué. Elle est restée devant la voiture 81, celle de Piastri, et a tenté de capitaliser sur cet avantage. Est-ce que, alors, c'est pas l'avis d'Éric, moi je pense qu'un Hamilton, il aurait laissé la place, tu vois. Je pense pas qu'il y ait la. Moi, je pense pas qu'il y ait la place. Non, En il fait- aurait Non, laissé il la aurait place. laissé la place Il à aurait Hamilton. il aurait Non, mais rétrocédé la déjà, place. il n'y avait pas la place pour passer, vu la vitesse à laquelle ils arrivaient, vu du départ. Donc déjà, et si on regarde la voiture de Piastri, il est déjà sur le vibreur. Hein. Il a lui-même, donc quoi qu'il en soit, vu comment ça se passe, pour moi, Max n'a pas d'autre choix Non, il que a de pas faire d'autre ce qu'il choix. fait. Sinon, ils ça, vont, ça, il n'y a pas d'autre choix. Après, il en tire parti en disant, il m'a sorti. Oui, il tente- Après, ça, c'est logique. est-ce qu'il aurait rendu ouais, mais moi je pense qu'on n'a pas tous les On aurait tous les discuté en tout audios. cas. On n'a Il y a pas eu tous des les échanges Ouais, radio. ouais, hein. ouais. Tu vois. Mais la faute, Rappelez-vous aussi la caméra embarquée. Hein. Ouais. Max, Ouais. en troisième, il patine. Ouais. Donc il sait déjà Il a qu'il a perdu. loupé son départ. Ouais. Donc après, il a deux choix. Il ralentit pour essayer de rester derrière, mais il sait très bien que tout le monde va passer à l'intérieur et il y a un risque d'accident avec Piastri, ou alors, voilà, moi je back complètement ce qu'il a Ouais. fait. Non, mais au final, Je suis désolé, mais il s'en est bien géré. Sorti. Est-ce que tu ne penses pas, Justine, qu'ils sont plutôt bien au final, Si, Max si. D'abord la clémence de la FIA d'abord. Non, mais tu as raison. Et puis, vu sa réaction, au final, il a été quand même assez contenu. Il n'a pas, il a pas fait de dérapage, souvent, mis à part le fait qu'il ait fait ce gros mot dans sa radio. Ça montre qu'au final, comme tu dis, Eric, je pense qu'il est mal parti et qu'il a plutôt bien géré sa course. Il avait fait une pole qui était inespérée. Ouais, Bon, puis une deuxième voiture place, compétitive, c'est c'est inespéré, quand t'as même assez raison. inespéré. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de Tsunoda à côté pour équilibrer. mais Mais non, oui. Et puis on oublie souvent de dire qu'il a quand même, Il a quand même 8 points de pénalité, ouais. sur sa super licence et qu'il a 4 points de la course de suspension. Donc Je crois qu'on va le dire pendant toute la depuis le début saison. de l'année. depuis le début de l'année, ouais. Et c'est jusqu'au mois de, je peux dire jusqu'au mois C'est de juin. glissant, De juin hein, ou c'est juillet, glissant, ouais. hein. Ouais. Il lui restait des trucs l'année dernière. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'est ça. Donc s'il perd encore 4 points, il a un grand prix de suspension. Hein. Donc, Il sera peut-être bientôt papa, donc il y a plein de choses qui. donc, Et en fait, c'est pour son congé paternité. donc, bilan, il s'en sort plutôt Je sais pas bien qu'est-ce qu'il va leur par remplacer. rapport à la situation où il était à Bahreïn la semaine dernière. On est bien d'accord. Ouais, Oui, et puis ça prouve que c'est l'esprit de l'équipe, il ne Ouais. lâche rien. je suis d'accord. Et donc, la réaction de l'écurie après Bahreïn, elle a été salvatrice, en tout cas pour C'est l'écurie. Et il garde cette position dominante et voilà. On va voir si le niveau restera le même à Miami dans 15 jours. So box, 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 box. C'est l'heure du quiz et fin, les amis. Aïe, aïe, aïe. Les questions
le truc. Allez, ça discute, mais faites comme si j'étais pas là aussi Tu pendant n'es pas que vous y êtes. Alors, le quiz F1, vous le savez, Mais c'est si 4 tu indices, n'étais une pas réponse là. dès le premier vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 pour le troisième et ainsi de suite. Si vous vous trompez, vous êtes éliminé. C'est un quiz spécial. Pilotes qui ont été pas mal sanctionnés dans leur carrière et qui ont été pointés du doigt un peu ce qui est l'angle de cette émission cette semaine. Êtes-vous prêts, mesdames, messieurs? Yes. Je suis donc un pilote. En 2006, je suis disqualifié lors des qualifs à Monaco pour avoir volontairement stoppé ma F1 dans un virage, Schumacher. celui de la Rascasse. Michael Schumacher. T'as vu là, il n'y a plus le délai de 3 secondes avec Tim. Ah, Qu'est-ce que je t'ai incroyable. dit? Tu vas nous fumer là. Puis en 94, je remporte le titre après un contact pour le moins musclé avec Damon Hill. En 97, je suis disqualifié du championnat après une manœuvre contre Jacques Villeneuve. Et on me surnomme le Kaiser. Michael Schumacher. Il a signé le casque. T'as vu, on y croit? Malheureusement. On y croit, ouais. Je suis encore un pilote qui a fait parler de lui pour mes actions en piste, notamment en début de carrière. En début de carrière, on m'a surnommé First Lap Nutcase, soit le fou, le dingue du Grosjean. C'était du sur-mesure. Hein. Magnifique. Il va nous Romain fumer. Grosjean, bravo. Bah oui, c'est un peu toi qui l'as fait venir. Hein. Jamais trop. Le First Lap Nutcase. Ça, je l'ai vécu. Ouais, notamment en 2012 à Spa. Il est à l'origine d'un terrible carambolage. Ouais. Sa F1 s'envole et il était proche de décapiter mon petit Fernando quand même sur le coup. Hein. Et puis j'ai été suspendu d'ailleurs pour la course suivante. Je me rappelle très bien. Oui, je me souviens très bien. Il s'est marié au même moment, je crois, un truc comme ça. Il part en voyage de noces. Ouais, c'était très simple. Et en 2020, je suis miraculeusement indemne de ma voiture en flamme à Bahreïn. Il s'est calmé après. C'est vraiment en début de course qu'il était comme ça, Romain. Hein. Oui, c'est En début de carrière. En plus, il y a aussi le fait qu'ils viennent d'une filière de formation où ce sont des filières de promotion. Toutes les voitures sont les mêmes. Et donc, en fait, tu te qualifies premier, troisième, sixième, tu as toujours une chance de gagner. Et donc, quelque part, ils savent qu'au départ, il y a une opportunité. Et puis, c'était fait Alonso. Premier tour, je vais essayer de leur niquer 4 places, tu vois. Et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, la voiture, elle commençait à marcher un peu. Ouais, Moi, j'ai toujours été... l'accident était terrible à Spa. Mais j'ai regardé évidemment la vidéo 200 000 fois et j'ai pas été d'accord. Oui, ça je t'en parle pas non plus, mais j'ai toujours été en désaccord avec la FIA. Mais bon, à un moment, t'es obligé de te taire, quoi. C'est parce que quand tu regardes, en fait, il se retrouve derrière un Lewis. En fait, Lewis freine tard ou l'inverse, je sais plus, et il se retrouve, il se touche. Ouais, Et quand tu es au freinage à la source, ouais. forcément, Ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est arrivé, je crois, l'année d'après ou 2 ans après, je sais plus, la même histoire, quoi. Donc bon, mais c'est vrai que bon, il y avait un peu trop de casse, il était un peu trop chaud dans les premiers virages. Bon voilà, c'est comme ça, mais après ça s'est calmé et puis bon, il y a quand même 25 podiums, hein, donc une très belle carrière. Moi j'adore Grosjean à titre personnel. Ouais. Je suis encore un pilote. En 2012, je remporte le Grand Prix d'Espagne. Et quoi? En 2012, je remporte le Grand Prix d'Espagne. En 2014, au premier virage à Bahreïn, j'envoie Esteban Gutiérrez en tonneau. Sorti des stands assez anthologique. Alonso? Non, Pérez. non, Non, pas loin. je pense que- En 2015, lors du Grand Prix de Hongrie, je suis le premier pilote à recevoir 3 pénalités lors d'une même course. C'est un record. T'as dit quelle année? 2012, remporte le Grand Prix d'Espagne. voilà. 2014, premier virage à Bahreïn, Esteban Gutiérrez. En 2015, lors du Grand Prix de Hongrie, je suis le premier pilote à recevoir une pénalité lors d'une même course. Et je suis un pilote vénézuélien. Ah. Eric. Maldonado, mais j'ai déjà dit moi. Et il peut plus. Moi, je sais pas. Il peut plus. Ah ouais. Pérez. J'avoue, Et c'est Pastore Maldonado, voilà. Ah, qui- tu vois, je sais pas pourquoi 2012, Grand Prix Barcelone, mais Bah oui, il a gagné je pense, sur Williams. 2012, je pense que c'est 2014, je sais pas pourquoi. Par contre, il a été héroïque hein, ce jour-là, parce que souvenez-vous, lors de cette année-là, lorsque Williams gagne son dernier Grand Prix, Ouais, les d'ailleurs, stands prennent feu. Ouais. et qu'est-ce qu'il fait il se précipite dans les stands pour aller chercher son neveu, son jeune neveu qui était Mais c'est un mec prisonnier génial, des hein, flammes. Pastor. Moi, je le vois de Remarque. temps en temps encore, et c'est un mec qui est génial. Alors, c'est parti. Il a une image qui est à l'opposé du personnage. C'est. Mais Et en plus, il est extrêmement brillant. Aujourd'hui, en business, il est incroyable, quoi. il fait quoi aujourd'hui, Pastore? Ah, il fait de l'immobilier, il fait je sais pas quoi, du bitcoin, des machins. Mais il se débrouille vachement bien. Ouais. C'est fou. une belle reconversion. On continue sur un pilote qui a fait parler de lui il y a quelques années, encore aujourd'hui, en 2021, lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, alors que j'ai dépassé de manière un peu litigieuse Hamilton, mon équipe me demande de rendre la place. Et je freine brutalement, provoquant une collision. Tu as dit Verstappen. Max Verstappen. Bonne réponse
réponse Honteux, de Justine. Bernard. Non, mais j'ai bugué. Ouais, ouais, ça, ouais. Il a Ouais, freiné, bah, il a touché, ils sont c'est touchés. plus Il a cassé l'aileron avant droit de Hamilton. En 2021, lors du Grand Prix d'Italie à Monza, alors qu'Hamilton sort des stands au premier Ah virage, oui, je oui. sors Ouais. Lewis Hamilton dans le bac à gravier. Ma Il F1 était très grimpant agressif au début, littéralement sur la Mercedes. Oui, mais Il s'est quand même bien calmé parce qu'il avait beaucoup de dégâts de voiture dans ses premières courses. il a quand même été champion cette année-là. En 2024, au Grand Prix du Mexique, Jacob de 2 pénalités lors de la même course pour comportement antisportif Oui. envers Lando Norris, qui explique qu'il y a quelques points de pénalité cette année. Et en 2024 encore, George Russell m'accuse, je cite, il a dit qu'il allait faire exprès Oui. de me percuter et de me mettre ma de tête dans le mur. Ça veut dire qu'il voilà, il aime bien se faire respecter. Il s'est le garçon. calmé. Il s'est calmé. C'est calmé. On verra si la paternité Max aura un menace. effet. Encore un pilote qui est célèbre. J'assumais du temps de ma gloire que certains de mes dépassements n'étaient pas faits pour faire, je cite, pour plaire au commissaire. Senna. Ayrton Senna en 89, je suis disqualifié au Grand Prix du Japon et je perds le titre mondial en 90. Je remporte le titre mondial en sortant à l'improst cette fois au premier virage et je suis champion du monde. Le regretté Ayrton Senna. On en est où la régie pour qu'on vous voit un peu? Ça va? 8-4-3. Bah écoutez, ça va bien. Et puis ça fait 4 pour Laurent, 4 pour Justine. Et Ah bon, pas 8. 3 Pardon. Non, Eric. 4. Alors, tu peux répéter, parce que je vois qu'il y a un supporter McLaren, ça va pas du tout. Il est supporter de Fernando Alonso. Donc, tu disais, Lilian? C'est comme un gros mec. Donc 4 pour Laurent, 4 pour Justine, 8 pour Eric. Donc, lui, bon, c'est pas fini, il reste encore une dernière question, et puis la question subsidiaire, juste pour le plaisir. Toujours un pilote. En 2017, lors du Grand Prix de Hongrie, je suis pénalisé et j'envoie baldanguer Nico Hülkenberg qui n'est pas content. Dans la zone interview, il vient me voir et me dit une fois de plus, tu es un pilote le moins sportif de la grille. Magnussen. Kevin Magnussen, de toute beauté. Ah, bravo. Et lui, il a répondu quoi? C'est anthologie. Bon, attention, on va biper, les amis. Va te faire. Suck my ball, Sony. Voilà, ça c'est dit. Et lors de la saison 2024, je suis suspendu pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan l'année dernière pour avoir C'est atteint vrai, le seuil c'est vrai, des c'est vrai. 12 points de pénalité sur ma licence. Et j'ai piloté pour McLaren, j'ai piloté pour Renault et pour Haas. C'est vrai que, bon, il en a fait de belles quand même. C'est un caractère, ouais. Je l'ai eu comme pilote. En tout cas, c'est sympa. Mais, Tu aimes bien les pilotes un peu Maldonado, j'en ai eu. Grosjean, Kimi, Toi, Raikkonen. tu vis ça aussi, toi, non? Ouais, Kubica, Raikkonen, ouais. Raikkonen. Non, mais c'est... La régie, ça fait quoi? Égalité? Égalité, hein. Laurent revient au score. Alors, il faut la question subsidiaire. J'ai bien fait de la préparer. Donc, c'est entre Laurent et Eric que ça va se jouer. Une question subsidiaire. Quel est le nombre exact de pole position, le plus proche gagne, décroché par Pastore Maldonado? Une. Honneur à celui qui a répondu le plus vite. Et effectivement, c'est une bonne réponse de Monsieur Eric Là, Boulot, tout vraiment, principal, Incline. qui Franchement, remporte ce quiz. Enfin, Franchement, bravo. Sur le fil rouge, c'est pas... là, il faut venir plus souvent en plateau. Il faut venir plus souvent en plateau. En duplex team, c'est trop difficile. On enchaîne avec la Minute Insta. Vous le savez, le circuit de Jeddah est considéré comme l'un des plus éprouvants de la saison et ce n'est pas regarder Kimi Antonelli qui dira le contraire. Vamos a ver a Antonelli, mira cómo le llevaban, ¿eh? Eso es como salía del coche, sí. No ha podido ir ni siquiera por Alito, ha tenido que posponerlo porque no se encontraba bien y tenían que llevarle agarrado porque llevaba dando tumbos, ¿eh? Entonces, seguramente, pues, ahora una espera Stepping on the last train, watch me like a bloodstained eye. I knew you tried to change the ending, need a losing Wendy. Il a presque du mal à marcher, Eric. Hein. C'est- Ce sont pas par la Là, c'est plus, je dirais, c'est pas forcément physique. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Et les lignes, enfin la ligne de la rest line, elle est quand même. C'est la concentration pendant autant de temps en fait que je pense un Kimi n'a pas encore l'habitude par rapport à un pilote qui a plus d'expérience. Autre Je ne sais pas chose. si, Oui. si vous vous rappelez, c'est l'an dernier, c'est Biermann qui a remplacé Sainz sur ce Grand Prix. Il est sorti de la voiture, il avait défoncé la mousse sur la gauche de la voiture avec le cou. Ah. Il avait des douleurs au cou. Il disait, il est sorti rincé quoi. Il te disait, tu te bats il avait dit quoi un truc du style en F2 tu te bats contre tes compétiteurs. Là, tu bats. En F1 tu te bats contre ta voiture. Contre Quoi, ta tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est dur. Alors, vous connaissez tous Anthony Hamilton, le papa de Lewis, qui est le nouveau Chief Happy Officer de la F1, après avoir consolé Isaac Hadjar après son crash, c'était
À Melbourne, il a décidé de remonter le moral cette fois à Pierre Gasly. Enfin, du moins, il a essayé. Regardez. Il sent pas. Voilà, un petit sourire pour finir. Hein, non ça va. Oui, Petit sourire. Allez, on enchaîne avec les pronos du Grand Prix. Ce sera le Grand Prix de Miami. Les pronos avec notre partenaire principal de cette émission, à savoir Winamax, le site de paris en ligne, offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. D'abord, le bonus 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Et enfin, le bonus 2, Winamax vous verse sur votre compte joueur 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Retenez bien ORLF1. Alors, comment ça marche ? Après avoir créé votre compte sur winamax.fr, vous effectuez votre premier dépôt. Vous recevez immédiatement l'équivalent du montant du premier dépôt qui est doublé, plus 10 € offerts avec le code ORLF1. Ce qui signifie que si vous déposez 20 €, vous avez 20 € supplémentaires, plus 10 € en bonus. Vos 20 € se transforment donc en combien ? 50 €. Voilà, belle affaire. Je vous rappelle que les jeux sont strictement interdits aux mineurs et que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et que ce n'est pas du tout une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Avant de s'intéresser au Grand Prix de Miami, on regarde vos pronos du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je vais continuer donc Piastri, Norris à mon avis à tous les coups, et je vais mettre Lewis, tiens. Allez, Ah là là. Norris en 1 et Piastri en 2. Ah, la revanche de Norris. Oui, quand même. Là, il va falloir réagir. Mais je vais mettre un petit Charles Leclerc en 3. Ah, Max, Piastri, Norris. je remets Russell en pôle et en première place, Ah, wow. suivi de Piastri et de Norris. Donc Russell, Piastri, Norris, grosse cote, j'espère. Alain Guillaume était pas loin. Moi aussi. Et toi aussi. J'en avais 2, je crois. Allez, on revient sur on enchaîne avec vos pronostics du Grand Prix de Miami. Et je vais vous demander, comme il y a 15 jours, donc on peut faire 2 paris. L'un sur la pole position qui sera en pole la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon. Et on reviendra la semaine prochaine sur vos pronos pour le Grand Prix. Qui vous mettez en pole pour Miami? On commence avec Eric. Ça dépend s'il y a des instructions de l'équipe ou pas. Bah, je ne sais pas. En pôle, t'as dit? En pôle. Norris. Norris, donc Amir. Piastri. Laurent. Verstappen. Verstappen. Et moi, je vais mettre Piastri parce que je suis faible. On reprend les copies dans une semaine. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on fera une mission un prono. peu... Frère Non, c'est la semaine prochaine, Eric. Ah oui, merde. Prono la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on va essayer de nous rendre au Castellet pour le Grand Prix historique de Formule 1. Le Grand Prix de France historique. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. On essaiera d'être dans les coulisses et vous montrer un petit peu ces voitures qui ont fait les belles heures de la F1 et qui faisaient Très très bon événement. beaucoup de bruit. C'est au Castellet et c'est le week-end prochain. Soyez au rendez-vous si vous êtes du côté de Toulon, Marseille, Aix-en-Provence. C'est au Castellet. Du côté du Bossé, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve donc lundi prochain pour une spéciale Grand Prix historique de F1, Grand Prix de France historique. On se retrouve donc également dans 15 jours pour le Grand Prix de Miami et son débrief. Je vous rappelle que désormais, On refait la F1, c'est tous les lundis. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 et en cliquant également sur le petit bouton. N'oubliez pas également le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci Eric, merci Justine, merci Laurent, merci donc Amir. À la semaine prochaine. Salut. Bye bye.